Si ça vous dit, je vais commencer donc cette table ronde avec Jean. Donc Jean, tu es militant du POP depuis très longtemps et tu as une histoire spéciale et particulière avec l'Algérie. Et donc je vais commencer avec toi déjà pour te présenter brièvement, pour donner un commentaire, si tu as un commentaire à faire ou une remarque sur le documentaire, et puis ensuite pour résumer et apprendre aux personnes qui sont présentes ici l'histoire et l'activisme que tu as eu en faveur de l'indépendance de l'Algérie et des Algériens, et donc aussi pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'a motivé à mener ce combat? Je ne vais pas très bien. On va parler quand même du film. En premier lieu, et ensuite de... D'abord, tu donnes des ressentis sur le film, après tu peux parler de ton combat pour l'Algérie. Je dois vous dire d'abord m'excuser parce que mes oreilles sont très usées et je n'ai pas compris un mot du film. Donc je ne peux me référer qu'à des images qui certes sont partielles, puisqu'on fait des films avec les images qu'on trouve. Et ensuite on prétend que c'est l'absolue réalité. Enfin, on peut imaginer qu'en l'occurrence, c'est la réalité, puisque la lutte des peuples est permanente et continue. Pourquoi j'ai été amené avec le destin, c'est pas un destin, avec la lutte de l'Algérie, c'est tout simplement que nous étions dans les années 50-60, avant déjà, mais enfin, orientés très à gauche et partisans de l'internationale des peuples, de l'autodétermination des peuples. Et pour nous, c'était une chose absolument évidente, essentielle. Nos petits Suisses dont nous faisions partie étions plus ou moins dans cette orbite de liberté depuis 1293, je crois. Ce qui est déjà pas mal comme parcours. Et nous-mêmes, nous ne pouvions pas du tout nous défiler par rapport à la lutte générale des peuples, notamment africains, pour acquérir leur liberté. À l'époque, je ne m'intéressais pas spécialement à l'Algérie. Pour moi, c'était un peuple parmi les autres. Mais un jour, un camarade du POP, Pierre Riban, pour ne pas le nommer, me demande si je suis d'accord de transporter des journaux évidemment clandestins, c'est-à-dire passer la frontière et les transporter auprès des militants algériens du FLN en France, notamment les militants du Jura. Excusez-moi, j'ai la bouche extrêmement sèche. Je sais que l'eau est très chère en Suisse. On va en Voilà. Et alors, nous sommes deux ou trois camarades. Nous acceptons de transporter le journal. Bon. Malheureusement, lors de notre deuxième passage, je suis arrêté, nous étions deux, l'autre camarade passe, après moi d'ailleurs, et évidemment il y a le stop immédiat du passage du journal par Sainte-Croix. Nous passions par l'Auberson, vous connaissez Yverdon, Sainte-Croix, l'Auberson. C'était des passages qui avaient été utilisés, pas celui du journal, mais des passages avec les militants algériens. C'était des passages qui avaient été utilisés à l'époque de la Deuxième Guerre, de la guerre mondiale, surtout pour le passage des résistants et des Juifs
les citoyens juifs pourchassés par les polices françaises et allemandes. Donc c'était des camarades de vieille expérience qui avaient passé pendant la guerre ces personnes en détresse, donc dans les années 40 à 45. Voilà, alors moi je me trouve tout à coup mêlé à l'Algérie. D'une seconde à l'autre, on me sépare. J'étais avec ma famille, ce qui était une grande erreur d'ailleurs, mais enfin. Nous pensions que c'était un élément de sûreté que de passer à plusieurs comme ça. Le douanier n'allait pas du tout imaginer qu'une charmante famille suisse était au service de l'Algérie, des combattants algériens. Voilà. Et alors, c'est le scandale à Yverdon, parce qu'à Yverdon, il était président du conseil communal d'Yverdon à cette époque, le 13 août. Le 13 août 1960. Je devais quitter Yverdon le 30 août. Et voilà, si ça m'a évité un déménagement, ça m'a par contre apporté un an de prison. Voilà. J'ai été condamné à un an de prison. La ville d'Yverdon, les autorités de la ville d'Yverdon étaient absolument furieuses contre ces citoyens qui défloraient à l'image de la ville d'Yverdon, etc. Mais enfin, on va pas s'étendre trop longtemps avec ça. À partir du 30 septembre, où je rejoins le département politique des incarcérés du UFLN à Besançon, là, je découvre vraiment l'Algérie dans sa profondeur. Voilà. Je crois que je reviendrai peut-être là-dessus s'il y a des questions. Je ne vais pas trop m'allonger. Merci beaucoup. On fera le tour, puis après on te redonne la parole. Tu peux reparler après, il n'y a pas de souci. Je vais passer la parole à Georges, peut-être, pour le collectif Urgence Palestine maintenant. On a vu dans le documentaire que beaucoup de mouvements révolutionnaires, des mouvements patriotes pour l'autonomie, enfin pour la souveraineté des peuples, les souverainetés nationales se sont retrouvés en Algérie, dont évidemment les mouvements de libération nationale palestiniens. Donc peut-être comment est-ce que toi tu vois ce documentaire et ce qui a été montré, et puis aussi je te laisse évidemment la liberté de nous parler de l'actualité et du futur de la lutte pour la libération de la Palestine qui évidemment est encore en cours. Merci. Je dirais d'abord pour que ce film m'a projeté tout à coup 60 ans en arrière, à l'époque où je commençais à prendre conscience politique. Hein, j'avais 10 ans quand la guerre d'Algérie a commencé, j'en avais 18 quand elle s'est terminée, et toute cette ambiance-là m'a fortement marqué, d'autant plus qu'à Lausanne, il y avait quand même une importante communauté algérienne et aussi une communauté d'insoumis français. Et tout ça, ça faisait fond que pour moi, même si je n'ai pas participé du tout à la guerre d'indépendance algérienne, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Et puis, il y avait aussi, pendant toutes ces années-là, vraiment un sens de l'internationalisme révolutionnaire qui était manifeste. Je veux dire, on parlait de l'axe La Havane-Alger-Hanoï, on parlait de la tricontinentale, je veux dire, il y avait toute cette ambiance qui était très forte, qui était très marquante, et c'est un des éléments, enfin, c'est essentiellement ces éléments-là qui m'ont milité, qui m'ont fait militer, même si je me suis fait mes classes aussi au POP. Puis bon, je ne veux pas raconter ma vie non plus, mais je dirais que je suis retiré de la politique, entre guillemets,
parti, mais j'ai toujours gardé le contact avec les mouvements de libération ou avec ce qui se passait autour de nous. Et quand il y a eu la seconde intifada, hein, et que le président Arafat a demandé à l'ONU d'envoyer des casques bleus, et à ce moment-là, il y a eu évidemment le veto américain, on pouvait s'attendre, et la société civile palestinienne a demandé à la société civile internationale d'envoyer des observateurs civils sur place. Et je me suis dit, ça c'est pour moi. Et je suis parti en 2002, je me suis retrouvé à la fin de l'opération Rempart à Naplouse. J'étais 7 fois en Cisjordanie et 3 fois dans la bande de Gaza pendant les années 2000. Après, bon, j'ai eu des problèmes de santé, on vieillit, on ne peut plus tout faire. Je me voyais mal crapahuter dans les collines pour détourner les checkpoints, mais je continue à militer en faveur de la Palestine. Maintenant, je ne sais pas si on peut parler tout de suite de ce que j'envisage, ce qu'on peut envisager pour la Palestine. D'abord, c'est un drame qu'il n'y ait plus justement le centre comme l'était Alger à l'époque. Hein. C'est un rôle que la Suisse a joué au XIXe siècle. C'est le seul pays dont la révolution radicale n'a pas été étouffée par la réaction. Et c'est pour ça qu'on a eu des Bakounine, des Lénine, et des gens comme ça chez nous. Bon, fin de la parenthèse. Ouais, bon, pour l'immédiat, je pense que la situation en Palestine, la réponse urgente, c'est le cessez-le-feu immédiat. Hein. Je veux dire, on est dans un cas de génocide qui se déroule sous les yeux, à la télévision, on le voit, on le sait, on ne peut pas dire je ne savais pas, comme c'était le cas par le passé. Il est urgent que ce cessez-le-feu soit appliqué. Ce qu'on peut faire, nous, c'est pression sur le gouvernement. Par exemple, au CUP, on a fait un collectif Urgence Palestine. Donc, on a fait un tract où on dit quels sont les parlementaires qui ont voté pour la suppression des contributions à l'UNRWA, et on met ne biffer des listes électorales lors des prochaines élections. Nous ne voulons pas de criminels, enfin de complices de génocide sous la coupole. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il faudrait aussi aller plus loin et puis vraiment faire pression sur les gouvernements. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de travailler avec le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, qui est quand même efficace. Parce que l'avenir est difficile à imaginer. Hein. Je ne vais pas jouer le futurologue, mais l'État d'Israël est à la limite de l'implosion. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des journalistes ou des analystes israéliens eux-mêmes qui disent que il est tellement empêtré dans ses contradictions qu'il ne peut plus s'en sortir, qu'il va s'effondrer. Et économiquement, d'ailleurs, aussi, on voit que, c'est pas comparable à la destruction de l'économie palestinienne, mais l'économie israélienne, du fait de la guerre, justement, elle s'effondre aussi. Donc, c'est difficile de voir comment ça va évoluer. Mais n'empêche qu'il faut quand même continuer à lutter. Merci beaucoup. On continue le premier tour avec Omeima du Front Polisario. Alors, on a vu dans le documentaire les liens qu'il y a eu assez perpétuels entre le mouvement socialiste et le mouvement d'indépendance nationale. Alors, peut-être que tu peux nous parler justement d'où est née la lutte du peuple sahraoui et sur qui cette lutte a pu s'appuyer au fil du temps et encore aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Omeima, je suis une militante du Front Polisario. Comme vous savez, le Sahara occidental est resté
pour les Nations Unies comme un territoire non autonome depuis 1863 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un pays qui doit être indépendant comme tous les pays qui forment les Nations Unies. Comme vous savez, en 1945, les Nations Unies, il y avait 45 ou 50 pays, je ne me rappelle plus combien. Après, grâce à la résolution 1514, la majorité des pays qui forment les Nations Unies ont été libérés grâce à l'implémentation de cette résolution 1514 qui a dans sa liste les Sahara occidental comme territoire non autonome. Le Sahara occidental était colonisé pour l'Espagne depuis 1884 jusqu'à 1955, où nous aussi, comme Sahraouis, on a voulu aussi exprimer notre, on va dire, on était contagieux pour cette vague d'indépendance qu'il y avait dans ces moments-là. Et nous aussi, on a créé les Front Polisario, c'est le mouvement de libération du Sahara occidental, c'est les deux grands territoires. Le Sahara occidental, c'est un territoire immense qui se trouve au nord de l'Afrique et qui a été colonisé pour défendre exactement les îles Canaries. Donc on va dire que tous les problèmes qu'il y a en Afrique, c'est à cause de l'intérêt européen. Donc l'Algérie a été invitée en 1975 par l'Espagne pour partager exactement le Sahara occidental. Le Sahara occidental était, on va dire, l'Espagne voulait partager le Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie, et aussi l'Algérie était invitée. L'Algérie a dit non, nous on ne va pas accepter cette partage parce qu'il y a un peuple qui veut son indépendance et il y a des lois internationales qu'il faut défendre. L'Algérie a défendu toujours le peuple sahraoui pour appuyer ou défendre les droits internationaux. Donc voilà, je ne vais pas aller à l'histoire, mais la majorité des gens ici connaissent l'histoire du Sahara occidental. Donc il y avait une guerre, il y avait beaucoup de choses. L'Algérie a été, on va dire, invitée par les peuples sahraouis à défendre les peuples sahraouis. Quand le peuple sahraoui a été envahi par le Maroc à travers la Marche verte, il y avait 25 000 soldats marocains qui tuaient tout ce qu'ils trouvaient dans leur chemin. Donc nous, et aussi les mirages français qui jetaient les nopales blanches sur ces Sahraouis qui fouillaient cette occupation. Donc nous, on a demandé à l'Algérie de nous protéger. Et c'était l'Algérie qui nous a offert cet campement de réfugiés à côté de Tindouf, que depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, on a installé notre base, on va dire notre pays en exil, et qui nous a permis de prendre un peu d'élan pour continuer notre indépendance. Le Front Polisario, c'est un mouvement de libération, et c'est le seul mouvement de libération qui a signé la Convention de Genève. C'est un mouvement qui défend l'indépendance du Sahara occidental, et nous voulons aussi l'indépendance du Sahara occidental. Nous, on ne veut pas être une exception de non-implémentation de cette résolution dans notre territoire. Ce que nous voulons, c'est l'indépendance. Donc l'Algérie, c'est très important pour nous. C'est vraiment la Mecque des révolutionnaires, parce que nous sommes des révolutionnaires qui luttons pour avoir notre territoire. Et l'Algérie représente pour nous la stabilité qu'on cherche. Et ce n'est pas seulement l'Algérie qui soutient le peuple sahraoui. Il y a le Sud-Afrique, il y a l'Angola, il y a le Mozambique, il y a le Namibie, il y a beaucoup de pays qui soutiennent notre lutte, et surtout notre frère latino dans l'Uruguay, dans le Chili, à Cuba. Moi-même, j'étais formée à Cuba pendant 13 ans, et moi je succès, on va dire, j'ai amamanté aussi la révolution cubaine, et je sais qu'est-ce que ça veut dire la solidarité internationale. C'est grâce à la solidarité internationale que nous, on a survécu et nous continuons à défendre notre droit à exister comme pays et comme peuple. Grâce à la solidarité, on a pu étudier. Grâce à la solidarité, nous sommes installés aujourd'hui et nous sommes dans la sphère internationale reconnue comme un mouvement qui lutte pour l'indépendance. Je ne sais pas si c'est un gamme à servir quelque chose, mais... Merci beaucoup.
Tu as été formé à Cuba, donc ça fait le lien parfait avec Michel de l'association Suisse-Cuba, un hiver de mort encore. Donc on a vu dans le documentaire que Cuba a toujours eu un lien très fort avec les mouvements révolutionnaires et de libération nationale dans le monde entier depuis le début, et c'est encore le cas aujourd'hui. On a vu dès octobre passé le président cubain Diaz-Canel organiser et mener des manifestations à Cuba pour la libération de la Palestine. Donc, d'où vient cette solidarité internationale au cœur de la révolution cubaine et comment est-ce qu'il se cultive encore aujourd'hui? Merci. J'aimerais juste rectifier, je ne suis pas président de l'association Suisse-Cuba, mais seulement la section Moudon. Voilà. Pour pas... Voilà, à 16 ans. Alors, j'aimerais dire avant quelque chose. J'ai été extrêmement ému par ce film. Premièrement, parce que ça m'a permis de revivre mon enfance. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique. J'étais aux Jeunesses socialistes, on était tous pour l'Algérie française. Deuxième émotion, c'est le fait que Jean Mayra soit là. Jean Mayra est un combattant magnifique, et à cette époque-là, la jeunesse d'Yverdon, la jeunesse de gauche, en était fier. Il était conseiller communal, président du conseil communal. Alors, je crois qu'on va lui tirer un grand coup de chapeau. Après la révolution de 59 à Cuba, les instances se sont carrément fixées comme ligne de conduite le marxisme-léninisme. Et les principes même internationalistes du marxisme-léninisme, c'est la solidarité entre les peuples. Et depuis 1962, effectivement, Cuba a donné des coups de main sur plusieurs plans au niveau international. On l'a vu, les excellentes relations qui étaient établies avec l'Algérie. Il y avait des soutiens militaires. En Angola, ils ont joué un rôle très important. Au Congo, c'était un rôle limité. En Mozambique aussi. Et puis, Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, la première fois qu'il est sorti du continent africain, c'était pour dire merci à Cuba, et Fidel l'a reçu. Voilà. Alors, Cuba, c'est pas seulement une aide militaire, c'est pas seulement Che Guevara, Don Quichotte, Bolivie. Je suis un salaud là, mais ça fait rien, c'est pas grave. C'est aussi une aide sanitaire, médicale. L'université qui forme des médecins à La Havane forme des médecins pour tous les pays du monde. Et je trouve sympa que Omema ait mentionné qu'elle avait elle-même étudié à Cuba, et pour le Sahara occidental, c'était gratuit. Absolument gratuit. Par contre, quand il y avait un petit peu d'argent à aller chercher, comme par exemple quand il y a eu la Covid dans le Piémont italien, là, Cuba a touché 2-3 centimes, ce qui est normal. La politique était aussi le soutien culturel. On a parlé de Amilcar Cabral. Quand j'ai été au Cap-Vert, il y avait des médecins cubains, il y avait un centre culturel cubain, etc. Voilà. Il y a eu des apports au niveau sportif, bien sûr, il y a plein de soutien qui est apporté au pays du tiers-monde. J'aimerais faire une dernière remarque, c'est que Cuba n'est jamais intervenu dans les affaires intérieures des pays même qui avaient des démocraties capitalistes. Ils sont toujours intervenus dans des pays où régnait la dictature. Et le soutien qu'ils ont apporté à l'ANC en Afrique du Sud est remarquable. Mais aussi grâce à l'Algérie. C'est une vraie solidarité internationale. On dit à Cuba que, pas seulement à Cuba, je déploie,
Mais la solidarité, c'est la tendresse des peuples. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Michel. Je reviens vers toi Jean. On va quand même finir le tour et je vais passer la parole à Vera. Tu as été engagé pour tu as été engagé en faveur des droits des peuples autochtones auprès de l'ONU. Donc c'est à ce titre-là aussi que on a le plaisir de t'accueillir ici. Donc si tu peux nous dire un mot de ton parcours là-dessus et de pourquoi tu t'es engagé. Et autrement, tu as aussi vécu en Algérie durant la période concernée par le documentaire. Donc peut-être que dans ton intervention, tu peux faire le lien entre tout ça. Oui, alors il y a effectivement un lien entre tous mes combats, un fil rouge. J'ai rencontré, quand j'avais 17 ans, 18 ans, un groupe qui existait à Lausanne. Tu as parlé de Pierre Riben, qui en faisait partie. C'était le MDE, le Mouvement démocratique étudiant. Voilà, pour moi, ça a été absolument une renaissance. Je viens d'une famille plutôt bourgeoise, j'aurais pas eu tellement de soucis à me faire pour me battre pour ma vie, mais là j'ai été absolument touchée de découvrir que le monde n'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté, ce que j'avais vécu enfant, mais qu'il y avait des oppresseurs et des opprimés. Et pour moi, c'était un choc initial. C'était l'époque des décolonisations et comme l'a signalé le camarade là-bas, il y avait effectivement à Lausanne des étudiants algériens, pas mal d'Algériens, et qui étaient là. Donc, et j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, qui était un étudiant algérien en France et qui avait dû quitter la France et venir en Suisse parce qu'il avait été repéré comme militant du FLN en France. Voilà. Et nous avons eu une superbe fille qui est dans cette salle. C'est qui? Elle a entre 73 et 83 ans, je sais pas. Voilà. Alors moi, c'est aussi à travers des lectures que je me suis formée, pas seulement avec des rencontres, mais avec des lectures. Et le premier écrivain, disons, qui m'a sensibilisé à au mécanisme commun de la plupart des oppressions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un mécanisme commun dans toute forme d'oppression. C'est pour ça que la solidarité est très importante. Et je dirais la solidarité entre les peuples opprimés et les classes opprimées. Des pays où il n'y a pas de peuple opprimé, des classes opprimées. Mais les mécanismes de l'oppression, disons, sont extrêmement partout nous-mêmes. Et cet écrivain, c'est Albert Memmi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelqu'un qui a fait, il a écrit 2 livres, Le portrait du colonisé et Le portrait du colonisateur. Et ça m'a vraiment profondément marqué. Et puis, évidemment, un nom qui n'a pas été prononcé ce soir, mais je crois que si on parle de l'Algérie, on doit parler de Frantz Fanon. Frantz Fanon, qui, lui, pour moi, ça m'a amené dans une réflexion encore plus avancée que la réflexion avec Albert Memmi, mais c'est justement que la solidarité entre les peuples opprimés et les classes opprimées, en fait, il s'agit de la libération de l'homme. Ça, c'est pour moi ce que ça apporte. Voilà. Et j'ai été plusieurs fois en Algérie à l'époque c'était à l'époque de Boumedienne. Voilà. J'ai rencontré, vous avez vu un moment, un dirigeant des Black Panthers, Stokely Carmichael, que j'ai rencontré aussi, que j'ai rencontré à la fin de sa vie aussi,
il est mort à Tripoli. Il avait été accueilli par Kadhafi à la fin de sa vie. Vous voyez qui était Stokely Carmichael. Il avait pris d'ailleurs un nom africain, il s'était converti à l'islam. Voilà, et puis dans les années 73, il y a eu, je me suis mariée une deuxième fois, et là aussi le hasard m'attendait, enfin ça veut dire qu'il y a toujours des hasards qui ne sont pas vraiment des hasards, avec un Américain et des États-Unis, mais rassurez-vous, un Américain de gauche. Parce que ça existe aussi. On l'oublie des fois, mais ça existe. Et au même moment, il y a eu une révolte sur les terres amérindiennes, les réserves amérindiennes aux États-Unis. Et la formation d'un mouvement qui s'est appelé le American Indian Movement. Et les Amérindiens ont occupé l'île d'Alcatraz, qui était une ancienne prison, et l'ont déclarée terre indienne. Et puis après, il y a la révolte indienne s'est dispersée, et il y a eu surtout une révolte très forte sur la réserve du Wounded Knee, au Dakota. Et là, toujours le hasard qui nous attend au tournant, j'ai rencontré à Genève un délégué du mouvement indien américain qui était à Genève pour voir la possibilité qu'ils auraient de faire entendre leur réclamation à l'ONU. Et voilà, là je me suis engagée de nouveau dans une autre lutte. Et il y a eu la première conférence internationale à l'ONU sur les droits des peuples autochtones, c'était en 1977. Et puis après, j'ai travaillé pendant presque 30 ans avec des délégations amérindiennes à l'ONU sur la déclaration des droits des peuples autochtones, qui a finalement été votée par l'ONU et qui existe. Le seul pays qui l'a mis dans sa constitution, c'est la Bolivie. Et puis alors on continue avec le hasard, je trouvais que la Bolivie était assez mal représentée au niveau des peuples autochtones à l'ONU, et j'ai entendu parler d'un syndicaliste cocalero qui faisait des marches en Bolivie pour les droits des peuples autochtones. C'est des étudiants boliviens qui m'en ont parlé, et je l'ai invité à l'ONU. Les peuples autochtones ne pouvaient pas s'exprimer en tant que peuple, parce qu'ils ne représentaient pas un pays, mais ils pouvaient parler au travers des ONG. Et donc Evo Morales a parlé pour la première fois au niveau international au nom de l'ONG que j'avais à cette époque, aux Nations Unies. Et puis j'ai continué à travailler avec lui pendant une dizaine d'années. J'ai suivi tout son parcours, il est revenu, etc. Puis vous savez la suite, donc en 2006, il est devenu président de Bolivie. Voilà. Et puis en 2006, donc il est devenu président de Bolivie, et je me suis dit, ça tombait juste quand j'étais à la retraite, je me suis dit, je vais me reposer. Et bien voilà que les Roms sont arrivés à Lausanne, et que j'ai pas pu être insensible à leur état de santé, leur misère, vraiment voilà. Et j'ai été sur place parce que j'aime pas m'occuper de choses que je ne connais pas vraiment, donc j'ai été en Roumanie, en Slovaquie. Maintenant je reviens de Budapest pour aller voir comment ça se passe avec les Roms là-bas, et c'est vraiment un peuple complètement rejeté dans une misère totale. Et j'ai créé donc une association qui s'en occupe ici. Et j'aimerais dire justement que il faudrait utiliser, parce que c'est le cas,
on dénie aux Roms le nom de peuple. C'est un peuple. C'est un peuple discriminé, un peuple de diaspora, un peuple qui n'a pas de pays à lui-même, et ça existe. Il y a des peuples sans pays, il y a des peuples transfrontaliers, les Roms sont un peuple discriminé, malmené, et pour lesquels je continuerai de me battre tant que j'ai des forces. Merci beaucoup Vera. Et on finit ce premier tour avec toi, Jawad. Je vais donner la priorité aux anciens, comme tu fais ça. Donc toi, tu es suisse et algérien. Donc comment est-ce que tu vois l'héritage de cette indépendance de l'Algérie et de ces luttes décoloniales? Et qu'est-ce qui t'a poussé concrètement à militer ici en Suisse dans une organisation politique et évidemment plus largement dans la solidarité internationale? Merci Lucas. Alors bon, déjà je tiens à dire que c'est assez difficile de m'exprimer vu les personnes et les CV que j'ai à côté de moi. Que moi je ne peux rien faire dans la vie. Donc, déjà un énorme respect aux gens qui s'expriment ici. Je prends toujours plaisir à écouter les anciens parler parce que c'est avec leurs expériences que nous on peut construire nos luttes. Je peux t'appuyer. Ça marche. Je te faisais des compliments. Ah non. Donc oui, comme tu l'as dit, je suis aussi algérien. Et puis on se fait aussi souvent, les gens rigolent aussi beaucoup des Algériens parce qu'on est très patriotes, qu'on brandit le drapeau un peu tout le temps, mais c'est un peu dans l'ADN de tous les Algériens d'être fiers de cet héritage-là. C'est quelque chose qu'on connaît très vite, c'est-à-dire que les premières choses qu'on apprend, c'est le drapeau et c'est l'histoire de la Révolution. Je dis révolution et non guerre d'indépendance, puisqu'il s'agit vraiment d'une révolution. Ça a commencé, d'ailleurs on a fêté les 70 ans du déclenchement de la guerre le 1er novembre 1954, mais ça ne s'est pas arrêté à l'indépendance. Le processus révolutionnaire a continué jusque dans les années 70, et c'est pour ça que le film le montre très bien. Oui, j'ai été aussi un peu bercé, et mes parents sont là par les récits qu'on me faisait de l'Algérie à l'époque, qui, il faut bien le dire d'ailleurs, n'ont rien à voir avec la situation actuelle du pays. Et je me suis donc forcément intéressé à ces mouvements et à me demander comment est-ce qu'il y a eu une telle période dorée. Et comme le montre aussi le documentaire, on voit très vite les lignes de force, en fait, la matrice dans laquelle est né le Front de Libération Nationale et la lutte du peuple algérien. C'est la même matrice qui a encouragé les Vietnamiens à se soulever, c'est la même matrice qui a encouragé les Cubains et tous les autres peuples. Donc ça m'a fait m'intéresser aux réalisations de la révolution algérienne, au socialisme algérien, à ce qu'il a prodigué à la population. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais pour vous donner un exemple du bilan du socialisme algérien, on peut écrire des pages et des pages sur ce que ça a apporté aux gens en termes de hausse du niveau de vie, d'alphabétisation. Un petit chiffre, par exemple, quand les Français arrivent en Algérie en 1830, 40% de la population est alphabétisée. Quand l'Algérie devient indépendante, c'est plutôt 11%. Et dans ces 11%-là, il faut voir quelle alphabétisation c'est et qui sont ces gens. Souvent des gens de grandes familles algériennes qui avaient des liens privilégiés avec le colonisateur. Donc, de permettre à tout le monde de lire et écrire, de faire des études, de créer des échanges scolaires, comme Cuba l'a fait, de rendre les soins gratuits, etc., de construire un État en fait révolutionnaire, de construire une société qui va s'affranchir de la bourgeoisie, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et j'ai beaucoup aimé une phrase de l'ancien président algérien Oualy Boumediene qui disait que le but de la révolution n'est pas de substituer le colon français à une bourgeoisie nationale algérienne. Parce qu'en réalité, celui qui exploite, il exploite. Et le problème, c'est l'exploitation, pas le profil de celui qui exploite. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a fait m'intéresser à la révolution algérienne et ce qui m'a fait naturellement m'engager apparemment, j'apprends qu'il y a des gens qui sont au POP, je savais pas que mais du coup, comme plusieurs camarades ici, m'engager au POP pour défendre non seulement l'internationalisme et la solidarité entre les peuples, mais aussi le modèle socialiste et prendre le pouvoir à cette bourgeoisie qui a servi les peuples, que ce soit dans le sud et comme dans le nord. Voilà.
Jean, je reviens vers toi, Oui, d'accord. parce que je vois que tu as des BD devant toi et ça m'intrigue, et j'aimerais bien des BD que tu as apportés. Si tu peux nous parler de ce que c'est. Et puis, tu as dit avant, enfin, tu as fini avant sur le fait que tu avais fait connaissance avec l'Algérie en prison à Besançon. Et Voilà. donc, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Et puis, cette histoire de livre que j'imagine que tu n'as pas apporté pour faire jeu. Pardon. Je ne veux pas accaparer le ton de cette soirée, mais il y a quelques éléments dont j'aimerais parler, étant donné que je suis un des rares qui a la mémoire d'une vie en prison avec les militants du FLN. En tout cas en Europe, en tout cas en Suisse, en tout cas dans le canton de Vaud. Voilà. Donc, il faut bien se dire qu'à l'époque, en 1960, au moment où l'horrible forfait que je fais de transporter un journal, n'est-ce pas, nos chers amis français qui sont pour la liberté totale de la presse, des droits de l'homme, etc., là, ils s'en foutaient complètement. Ils pratiquaient la torture. Moi-même, je n'ai pas été torturé, mais j'ai été quand même assez malmené. Enfin bon. Donc, l'atmosphère en Suisse, il ne faut pas imaginer qu'elle est absolument favorable à la lutte du peuple algérien et des peuples qui veulent goûter les colonialistes hors de leur territoire, gagner leur liberté, retrouver leurs racines. Voilà. Mais il y a quand même une minorité de la gauche et même de la droite éclairée. Rappelons le rôle de Charles-Henri Favreau, qui était un journaliste qui travaillait à la Gazette de Lausanne, organe du parti, je ne sais pas si c'est l'organe, enfin c'était le parti libéral vaudois, qui avait page ouverte et il parlait très ouvertement de toute la lutte des peuples anticoloniaux, enfin qui luttaient pour leur liberté. Et il a été un très grand ami de l'Algérie. Il y a eu des rapports extrêmement fréquents et étroits avec les Algériens, avec tous les Algériens qui ont formé l'opinion, l'essence de la révolution à l'époque, qui après coup a changé. On a dit après coup, il y a eu les diplomates, Belkacem Krim et autres, et aussi compagnons. Et puis après, il y a eu la prise du pouvoir par les militaires. Il y a eu la défaite en somme du monde diplomatique. Et ce monde diplomatique, c'est pas un monde diplomatique, mais ce monde de militants, des penseurs qui ont formé l'essence de l'esprit pour la révolution, ils ont établi un texte important qui s'appelle le texte de la Soumam, qui était le résumé des projets de la révolution algérienne. Et ce texte, il a été imprimé à Yverdon. Il a été imprimé à Yverdon chez l'imprimeur Henri Cornat, qui était un ami, etc., très cher. Il y avait un petit groupe à Yverdon de gens qui étaient un petit peu plus stimulés par le combat algérien, disons, si on peut dire comme ça. Et il y avait aussi un ou deux réfractaires français qui avaient déserté l'armée française et qui s'étaient établis, s'étaient réfugiés à Yverdon, en fait, pour échapper à la police. Après coup, comme ils militaient, qu'ils travaillaient et qu'ils devaient se rendre en France, ils se sont fait attraper et ils ont fait de la prison à Paris, etc. C'était aussi des amis, donc il y avait quand même une atmosphère. Voilà. C'est déjà pas mal d'avoir une atmosphère, alors qu'il y a souvent l'indifférence générale. Les autorités yverdonnoises, qui étaient essentiellement bourgeoises, ont été scandalisées par ce que j'avais fait. Et elles ont vraiment, à tel point que notre ami Cornat n'osait pas dire qu'il promenait les enfants Meira, nos enfants, à Yverdon.
tellement le journal avait dressé stupidement la population contre nous. Mais, parce qu'on est là, on est prêt, on est proche des négociations de Lyon, hein. C'est en 60. Une année après, la délégation algérienne vient inviter quelque temps à Yverdon. Alors les Yverdonois, tout à coup, sont très fiers parce qu'ils ont l'impression de participer à l'histoire. Enfin voilà, il y a tout. Dans les peuples, il y a des peuples, des strates de la population qui réfléchissent, qui luttent, qui sont humains, etc., qui partagent leur enthousiasme pour un avenir humain convenable. Et puis il y a les autres qui sont l'inertie des peuples, qui malheureusement plombent un peu notre pauvre histoire humaine. À part ça, à l'intérieur de la prison, je dis des trois mots. Je suis surpris par la discipline qu'il y a au milieu des militants algériens. Il y a une unité totale, en fait. J'apprends à chanter l'hymne national algérien. Je ne vais pas vous faire le plaisir de le chanter. Je ne connais pas les paroles, je connais l'air. Je connais absolument. Et je le trouve très beau d'ailleurs. Parce que souvent les hymnes nationaux, c'est un petit peu rébarbatif. Mais celui-ci, je le trouve très beau. Comme je trouve très beau l'hymne américain aussi. Voilà, il faut plus. C'est magnifique. Voilà, enfin il faut dire un peu ce qu'on pense. Alors, en prison, il y a une amitié forcément très étroite avec tous les camarades, tous les frères, nous disions frères. Voilà. Et nous commentions évidemment les événements de l'époque, qui évidemment nous paraissaient fabuleux, parce qu'il y a eu le tour de la Terre par Gagarine, il y a eu les événements tragiques du Congo avec le Bumba. Tout ça, on commentait tout ça, on était accro à l'actualité, forcément. Et puis, il y avait encore mille autres choses dont je ne veux pas allonger le truc. Par contre, je veux dire une chose, c'est que le parti POP, à l'époque, je le dis encore, il est absolument convaincu de la nécessité de l'indépendance des peuples. Par contre, à l'époque, il ne faut pas le masquer. Il y a toujours des trucs individuels qui froissent les dirigeants. En France, d'ailleurs, notre ami Oran que j'ai cité, le Parti communiste français n'était pas en accord avec les idées de Louis Oran. Et il a fallu du temps pour que le peuple français, que le Parti communiste français évolue jusqu'à ce que l'idée de la liberté pour l'Algérie soit admise. Il faut dire que c'était aussi difficile, parce qu'il y avait les Français, les enfants de ces familles qui allaient mourir en Algérie pour rien du tout, enfin pas pour rien du tout, mais oui, eux pour rien du tout. C'était affreux. Donc, je vais encore, pour conclure, il y aura encore mille choses à dire sur notre vie en prison. Une chose intéressante, on n'a jamais parlé de religion. De toute l'année où j'étais, jamais on a parlé de ça. On était des copains, des frères, des camarades, tout ce qu'on veut. On était simplement des hommes qui voulions que le sort des peuples s'améliore. Hein? Alors, ce que je veux citer pour la fin de ma petite intervention, c'est l'attitude de notre Conseil fédéral. À l'époque, le Conseil fédéral avait conscience du sens de la liberté revendiquée par le peuple algérien. D'ailleurs, aujourd'hui, on a de la peine à comprendre que les gens intelligents, les Français et autres, ils puissent encore s'accrocher à cette idée d'Algérie française et autres.
Et De Gaulle, quand il dit « je vous ai compris », il a bien vu que le peuple algérien, c'est pas le peuple français. C'est l'évidence. Mais bon. Les Occidentaux, ils ont le défaut d'être très prétentieux. On le voit aujourd'hui, avec la difficulté qu'a les États-Unis de se rendre compte des conneries, de la politique néfaste qu'elles ont mis à travers le monde depuis belle durée. Notre Conseil fédéral, à l'époque, a appuyé très sérieusement les premiers accords, pas d'accord, les premières rencontres entre les représentants français et les représentants algériens. Ils ont facilité ces rencontres. Charles-Henri Favreau était un élément, une personne qui a beaucoup participé à cela. Et c'est d'évidence que l'apport diplomatique de la Suisse à cette époque était à l'honneur de la Suisse. Ils étaient neutres, ils ne prenaient pas parti, ils facilitaient les rencontres. La première a eu lieu à Neuchâtel, juste en face de la gare, l'hôtel en face de la gare à Neuchâtel. Voilà. Et je dois dire que je suis très très fier du gouvernement de notre époque. Contrairement à l'attitude qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'on doit critiquer un gouvernement, son propre gouvernement, face à des amis qui ne sont peut-être pas suisses et autres? Mais je pense qu'il le faut. Je pense qu'il le faut. Et l'abandon de la neutralité, c'est vraiment l'abandon de la fondue en Suisse. Mais oui, c'est l'abandon de l'essence même des institutions suisses. Et je dois dire qu'il y a eu une petite initiative fort intéressante de l'ambassade de Suisse à Alger. Il y avait un citoyen qui s'appelle, un historien, très talentueux d'ailleurs, qui était l'historien du département politique avec Madame Calvérez, qui s'appelle Marc Ternoux, qui est un homme extrêmement intègre, d'une très grande intelligence, et des milieux algériens, une édition Barzac, oui. Et l'ambassade suisse en Algérie, ils ont pris l'initiative d'écrire une bande dessinée sur l'histoire de la démocratie, l'appui de la démocratie suisse qui a abouti jusqu'aux accords d'Évian. Le long chemin jusqu'aux accords d'Évian, souvenir de Suisse, 1962. Alors, j'ai un exemplaire. Alors, il a été édité, malheureusement, il est édité en petit nombre d'exemplaires, mais enfin, il existe. Là, vous verrez tous les représentants du GPRA, ils sont là-dessus, ils sont dessinés par cette dessinatrice d'Alger qui s'appelle, je m'excuse, mais j'ai une peine énorme à retenir les noms, ce qui n'était pas le cas dans le temps, mais maintenant, bon, enfin, voilà. Alors, Bouchra Mokhtari, voilà. Et il y a même une version en arabe, voilà. Donc, la Suisse, de temps en temps, fait des choses pas mal. Pour la suite, il y a l'heure qui avance assez rapidement, mais pour la suite, est-ce que, je vais vous donner la parole, si quelqu'un veut intervenir, poser une question à un de nos intervenants, rebondir sur quelque chose ou autre, c'est le moment. Oui, j'aimerais. J'arrive alors. Ah. On regarde. J'aimerais bien voir, savoir un peu, faire les parallèles de comment le J'entends rien, il faut parler. Dans le micro. C'est bien, là comme ça.
faire les parallèles entre ce qui a été les luttes à cette époque-là, les années 50, 60, 70, et qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est très important de comprendre aujourd'hui, parce que c'est de là que nous, on pourra faire un front un jour pour qu'on puisse faire résistance, mais aussi interpeller les autorités suisses. Merci. Merci. Je te repasse la parole. Bon, je veux dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gros retour de l'impérialisme, hein, qui a repris le dessus après si on veut, la chute du... Il faut voir aussi quand même l'histoire, pas seulement linéaire, mais aussi cycle. Hein, il y a des cycles où on est au fond du trou, hein, comme maintenant par exemple, et il y a des cycles où il y a des moments où on est en haut. Mais il y a une harmonisation en ce moment, et ça c'est important. C'est pas un cycle. Alors, on a vu justement cette explosion révolutionnaire des années 60-70 qui a fait manifestement peur à l'impérialisme. C'est à ce moment-là qu'il y a eu toutes les dictatures en Amérique latine. Hein. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le Shah qui a renversé Mossadegh. L'impérialisme est fort. Hein. Mais comment... J'aimerais faire aussi quand même une petite parenthèse sur la résistance palestinienne, parce que ici on a la vue de la résistance palestinienne, c'est le film Giladi de Rosser par exemple, où on voit les commandos s'entraîner. Ce dont on entend parler ici, ce sont les actes des brigades militaires de la résistance, mais la résistance palestinienne, c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, il y a le FPLP, le Fatah, le Hamas, tous les mouvements de... Pas le Hamas à l'époque, parce qu'il est plus tardif, mais tous les mouvements de résistance, en plus de l'action armée, ils ont reconstruit la société palestinienne qui avait été détruite par la Nakba. Et ils ont pallié l'absence de structure étatique en créant tout un réseau d'ONG qui gèrent les syndicats agricoles, qui gèrent la santé, qui gèrent l'éducation, etc. Tout ça, ce sont des groupes, ce sont des ONG qui sont liés aux groupes de résistance. C'est pour ça que, dans un sens, Herzog, quand il dit c'est toute la nation qui est impliquée dans la résistance, ben oui, c'est toute la nation palestinienne, ce qui ne veut pas dire que toute la nation palestinienne prend les armes. Hein. Je veux dire, mais la résistance civile est très très importante. Et je vous conseille, si jamais, la lecture de ce livre, l'histoire populaire de la résistance palestinienne, de Mazin Kounsier, qui est, bon, elle date de 2013, mais l'ouvrage est très intéressant parce qu'il remonte à l'origine des premières implantations, disons, proto-sionistes au milieu du 19e siècle. Et il fait le lien, il montre comment tout le temps le sionisme était lié à l'impérialisme britannique d'abord et américain ensuite. Et aussi j'ai envie de dire le charme de ce livre, c'est qu'on voit la résistance de l'intérieur, on voit les actes de résistance quotidiens de la population palestinienne et on s'en bat le cœur palestinien. Moi, j'aimerais parler sur le point que Madame a dit, mais j'aimerais quand même faire un point sur pourquoi les Arabes ils ont perdu la guerre quand ils ont essayé d'aider les Palestiniens. C'est à cause on va dire, des pays qui sont, on va dire, des pays toxiques. Dans ces cas, c'était le Maroc,
qui a fait le host d'une réunion des pays arabes qui organisait cette on va dire, revanche, cette union pour faire la défaite du colonialisme. Et dans le même hôtel, dans 4 ou 5 étages en dessus, c'était les Mossad israéliens qui écoutaient tout ce que les pays arabes disaient. Et comme ça, on peut dire la même ingérence pour les blocus qui amènent les États-Unis contre Cuba, la même question de la France qui amène en bateau 14 pays africains sans aucun pouvoir ni souveraineté sur leurs ressources, avec une seule monnaie. Toutes les décisions politiques sont décidées à l'Élysée, ils n'ont aucune souveraineté. Donc toute cette corruption, toute cette ingérence de l'Occident, par exemple, quelque chose qui dérange beaucoup en Algérie, c'est que l'Algérie n'a pas de dette. Donc ça dérange beaucoup cette souveraineté, ça dérange beaucoup la liberté de l'Algérie de dire non, on ne va pas avoir une ambassade sioniste dans notre territoire et on soutient tous les pays qui luttent pour leur indépendance. Ils ont dit ça haut et clair parce qu'il n'y a rien qui peut reprocher l'Algérie. Ils ont essayé. Il faut rappeler les 10 années noires de l'Algérie, c'était plus de 360 000 morts dans 10 ans. C'était le terrorisme brutal contre l'Algérie parce que l'Algérie, elle a une fierté et une souveraineté qui dérange. Et les mêmes situations que les grands, on va dire, colonialisme et néocolonialisme, qui toujours, ils sont là pour empêcher les peuples d'avoir une vraie souveraineté sur leurs ressources, sur leur territoire, sur leurs décisions politiques. Et cette ingérence, c'est elle la coupable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il y a une banalisation d'un génocide qui passe en live et personne ne fait rien. Et les Nations Unies, il est en chute directe, incapable de mener une protection à ces Palestiniens qui sont en train d'être harassés de la terre. Et on ne peut pas dire que c'est le Rwanda, parce qu'en Rwanda, on ne connaît pas, 1945, on ne savait pas, mais aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'y passe. Et c'est vraiment un génocide qui, on va dire que tout le monde est responsable. Et cette, on va dire, cette façon dans laquelle nous, comme peuple, on n'a pas un pouvoir pour faire un changement, ça c'est terrible. Parce que dès le moment que tu parles, tu es terroriste. Dès le moment que tu résistes, tu es terroriste. Dès le moment que tu fais un pas en avance, tu es arrêté, même ici en Suisse. Tu es arrêté, tu es bouleversé parce que tu as osé dire quelque chose qui sort de la normale. Donc c'est le capitalisme, c'est le néocolonialisme, c'est le colonialisme qui amène une campagne propagandiste contre tous les peuples qui résistent, contre toutes les personnes qui amènent leur tête contre l'occupation, contre l'injustice. Vera, tu veux réagir? Oui, pas tellement réagir à ce qu'il y a rien à ajouter, tout est dit. Mais je voulais revenir sur la vision cyclique. C'est effectivement, à mon avis, dangereux de voir les choses comme uniquement linéaires. C'est vrai qu'il y a des cycles, et disons, moi, je suis partisane, disons, d'une révolution permanente. Par exemple, évidemment, je vais vous parler des Roms, puisque c'est mon combat actuel, mais je veux dire, c'est un peuple qui a été tellement maltraité qu'il est, alors ça c'est les peuples, justement les peuples malmenés, les peuples opprimés, les peuples maltraités, sont en dehors du monde, sont sortis du monde, ne participent pas au monde. Et c'est ça, disons, la chose qu'il faut leur restituer, leur donner. Et je vais juste vous lire une citation d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt. Elle appelle ces peuples les peuples parias. C'est les peuples qui sont complètement délaissés. Moi, je reviens de Budapest, maintenant j'ai passé une semaine pour aller voir comment les Roms vivent là-bas. C'est terrifiant. Ils survivent dans les ruines. Et moi, j'aimerais travailler à restituer à ce peuple
le nom de peuple, le droit à être considéré comme un peuple. Et Hannah Arendt écrit à propos des peuples parias, justement, et des groupes persécutés, qu'ils pouvaient bien être l'objet d'un regard compassionnel, philanthropique, empreint de sollicitude. Cela n'annulait pas pour autant la perte du monde, la perte au monde dont ils étaient frappés. C'est pour ça que on ne peut pas se contenter, disons, de les aider d'en haut, mais de les aider à participer eux-mêmes à leur renaissance au monde. Beaucoup. Juste une réaction ici. Bonsoir, merci beaucoup. Je m'appelle Raquel Bernal, je suis musicienne, compositrice. Alors, je voudrais partager une expérience au Tindouf en 1998. J'étais invitée à un festival qui s'appelle Sahara dans le corps. C'est un festival d'art et de solidarité internationale. J'étais vraiment touchée. C'est ça. Alors, j'ai vu là-bas les médecins cubains dans le campement. C'était incroyable. Son soutien, ce qu'ils sont faits. Jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, et partout. Alors, par rapport à ça, j'aimerais vous dire que Cuba, aujourd'hui, a besoin de nous. Parce qu'ils ont fait plus que possible. C'est incroyable. Et c'est pour ça que j'aimerais suivre Michel pour nous parler de ce qui passe aujourd'hui à Cuba et comment vivre la solidarité internationale avec la Cuba. Merci. C'est beaucoup. Je peux parler comme ça va? Vous entendez? Oui, donc Dieu il a créé la terre en 6 jours. Il était tellement satisfait que le 7e jour, il s'est dit, mais c'est trop calme, il a créé l'argent. Et le 8e jour, ils ont créé le BRICS parce que ça avait une conversation. Alors, parler de la situation aujourd'hui de Cuba, ce serait trop abstrait. Il faut remonter à quelques décennies en arrière pour comprendre comment c'est passé, comment la crise s'est installée. Il y a eu un blocus états-unien depuis 1962, comme on l'a dit. Et ce blocus, il a perturbé, bien sûr, l'économie. Et malgré ça, Cuba a fait des progrès régulièrement, jusqu'en 1991. Progrès, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y avait un soutien des pays du monde, des pays libres du monde, soutien de l'URSS et des pays de l'Est. Et en 1991, quand le mur est tombé, eh bien, Cuba n'a plus pu tomber là-dessus. Il y a eu une période de quelques années, qui s'appelle la période spéciale, qui a été dramatique. Et puis Cuba a relevé la tête. C'est pas facile, parce que le blocus existait toujours. Et moi, j'ai été plusieurs fois à Cuba. En 2017, jusqu'en 2020, on peut dire que vous pouvez commander de la viande partout, commander des légumes partout, il y avait à manger, c'était bien. Il manquait certains produits de première nécessité, voilà. Mais on pouvait manger normalement. Et puis, il y a eu 2 catastrophes en peu de temps. D'abord, Donald Trump qui est nommé comme président des États-Unis. 15 jours avant de partir, il met Cuba sur la liste des États aidant le terrorisme. Ce qui avait une signification énorme pour Cuba parce qu'il ne pouvait plus recevoir d'argent extérieur. Le Venezuela non plus d'ailleurs. Je me souviens d'une réunion à Berne où le Venezuela, l'ambassadeur on mangeait avec l'ambassadeur du Venezuela et le président de Suisse Cuba, et ils n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas se payer. On devait leur donner un coup de main pour qu'ils puissent manger. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'importance du blocus sur ces pays, il est énorme.
il est énorme. C'est odieux ce qui se passe. Et il y a eu en même temps la Covid. Alors, évidemment, le tourisme, c'était une bouée de secours pour Cuba aussi. Ça représente 15 à 25% du budget national. Mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et avec la Covid, plus rien. Plus rien. Donc, période extrêmement difficile. Et le Covid a empêché de pouvoir être très très efficace au niveau de l'aide internationale, la solidarité internationale. On ne peut pas envoyer d'argent à Cuba. Et imaginez-vous que les lois extraterritoriales décrétées par Trump, par les États-Unis, empêchent que même en Suisse, je puisse faire un transfert sur le compte de l'association Suisse-Cuba, si je paye mes cotisations, si l'intermédiaire est une banque, hein, par exemple, tu me verses 35 francs, tu n'oublieras pas. Hein. Tu me verses 35 francs. Non, je plaisante. Si il a la banque cantonale vaudoise, en voyant que c'est l'association Suisse-Cuba, ils vont bloquer le paiement. C'est incroyable. Les gens ne croient pas ça. On les a payés. Voilà. Même chose pour la Palestine. Même chose pour la Palestine. Pour le Venezuela aussi. Hein, c'est aussi plus d'autres pays. Alors évidemment, la situation est extrêmement difficile. Je crois que c'est important qu'on resitue le contexte parce que les Cubains sont des gens travailleurs. Les Cubains sont des gens qui ont une solidarité entre eux qui est exceptionnelle. Et ils sont victimes de plein de trucs, pas de chance. Et encore ces derniers temps, avec les ouragans qui déferlent à Tornarigo, là aussi, on peut relever la solidarité du peuple cubain. Vous avez vu quand un ouragan passe sur la Floride, ça fait des centaines de morts. Quand un ouragan passe à Cuba, le même qui a passé, il a fait 3 morts. Et 3 morts qui sont critiqués par les autorités cubaines parce qu'il n'aurait pas dû y avoir faim. Ils sont capables de protéger leur population de façon exceptionnelle. Ils déplacent 1 million de personnes en peu de temps. Tout intervient. Voilà. Voilà pour ce qui est de... Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Pourquoi besoin de nous aujourd'hui? Oui. Ah, bravo. La tendresse des peuples. Exact. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Gerald, peut-être pour conclure et faire les conclusions de la discussion. Et aussi peut-être pour réagir à ce qui a été dit juste avant. Ouais. Alors, j'ai bien aimé ce que tu as dit, camarade, sur les cycles, parce que effectivement, c'est ce qui nous permet de ne pas perdre espoir. Effectivement, l'histoire est faite de cycles. On traverse des hauts et des bas. Là, on est plutôt sur un bas. Mais le premier gros sursaut révolutionnaire qu'il y a eu, c'est important parce que c'est assez lié. Et il y a le gars du mouvement de libération des îles Canaries, on a parlé, quand il disait qu'en fait le centre de gravité des mouvements révolutionnaires s'est déplacé de Moscou à Alger. C'est important de voir cette filiation, parce qu'en fait, ce qui a fait irruption dans le monde politique international après la révolution de 17 par les bolcheviks, c'est que des cadres de tous les peuples colonisés ont commencé à être formés en Union soviétique, et des consignes ont été données à tous les partis communistes du monde de soutenir, quand ils appartenaient à un empire colonial, espagnol, portugais, etc., de soutenir les peuples colonisés pour leur permettre de se libérer. Donc des écoles de cadres ont été créées et des gens sont allés se former. Et ça a créé une première génération de cadres. Il y a mon camarade Kenny là-bas qui est d'origine portugaise et qui me racontait comment, en fait, Amilcar Cabral, qu'on voit dans ce documentaire, qui est donc un des pères des mouvements panafricanistes, comme il était dans une région du monde qui était colonisée par l'Empire portugais, a profité de ces cadres portugais qui avaient initialement été formés à Moscou pour lui-même se former auprès de ses camarades grâce au Parti communiste portugais qui leur apportait un soutien matériel et théorique et pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Là, on ne va pas sans l'autre. Et donc, il y a eu cette deuxième phase où ces cadres européens ont pu partager en fait ces expériences révolutionnaires avec des cadres des pays du tiers-monde. Et à partir de là,
ces cadres des pays du tiers-monde ont fait leur révolution chez eux. Dans beaucoup de pays, ça a réussi. Dans certains, ça n'a pas réussi parce que, évidemment, l'impérialisme ne lâche pas le morceau aussi facilement. Et même des fois, quand ça réussit, il y a des assassinats comme Thomas Sankara au Burkina Faso, comme Allende au Chili, ou Amilcar Cabral, par exemple. Mais globalement, il y a eu énormément de réussites. Ces régimes ont duré le temps qu'ils ont pu durer. Il y avait un vrai front anti-impérialiste global dans le monde. Et après la fin de la guerre froide, le principal banquier en fait, de tous ces mouvements tombe, il y a eu la période spéciale à Cuba, plus d'aide soviétique et des pays du bloc de l'Est, donc plus beaucoup d'argent. Il fallait se financer autrement. Des pays n'ont pas tenu le coup, des pays continuent à tenir le coup, et c'est en ça qu'il faut vraiment saluer le courage qu'ils ont. Cuba en fait partie, mais d'autres ont su se renouveler, les Vénézuéliens, les Boliviens, etc. Et y arriver sans l'aide d'un grand frère, donc c'est très bien. Et donc, comme il y a eu ces deux phases, l'impérialisme s'est cru les mains libres, il a multiplié les interventions militaires dans les années 90, que ce soit en Irak, que ce soit en Yougoslavie, en Afghanistan, etc., etc. Et maintenant, il commence à y avoir un déclin, en fait. Je dis vraiment ça parce qu'il ne faut pas se dire que c'est bon, on est au fond du trou et c'est fini. Il commence à perdre les pédales, et il faut utiliser il faut en fait que chacun de nous, dans nos pays, dans nos organisations, on participe à cette troisième génération, à cette troisième phase révolutionnaire, pour pouvoir créer cette effervescence en fait. C'est-à-dire que là, l'Empire américain ne peut plus se permettre de tout diriger, il est en train de dépenser trop d'argent, ils n'arrivent plus à suivre économiquement, et les pays du tiers-monde commencent à se relever, avec les BRICS notamment. Ça ne veut pas dire que dans ce mouvement tout est uniforme, il y a des contradictions internes comme partout, et des régimes qui ne sont pas dans l'intérêt des peuples, mais il y a cette volonté de créer un monde multipolaire et de ne plus être subordonné à la puissance américaine et occidentale, et il faut utiliser ça comme levier en fait. Ça, il faut voir ça comme le nouveau tremplin pour abattre cette hégémonie américaine et occidentale, et quand les États-Unis perdront en fait cette mainmise qu'ils ont sur le monde, de cette défaite-là, en fait, les peuples pourront construire leur propre lutte nationale à eux. Et puis là, on verra les schémas classiques se refaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'indépendance nationale, on peut se construire sur la lutte des classes entre bourgeoisie, etc. Mais avant ça, il faut être maître chez soi. Parce que tu ne peux pas commencer à changer le mobilier de ta maison si tu n'as pas les clés de la maison. Donc la première des étapes, c'est ça. C'est la libération nationale, et ensuite, on construit ces mouvements. Et nous, en Suisse, parce qu'il faut quand même dire qu'est-ce qu'on doit faire en Suisse, alors je ne vais pas dire que c'est moi qui a la formule magique, je ne l'ai pas. Moi, je fais ce que j'ai estimé d'être le plus juste, c'est-à-dire de militer en Suisse dans un parti anti-impérialiste, et de militer en Suisse pour abattre le capital qui dirige la Suisse. Parce que on est dans le centre je crois que c'est Che Guevara qui disait que la Suisse c'était l'œil du dragon, ou comme ça, ou un truc comme ça. C'est effectivement ça, on est dans le centre de la tempête. C'est toutes les banques, toutes les multinationales, etc., ont leur siège ici. Mais ça veut dire aussi que pour aider au mieux tous ces peuples qui se battent, qui sont pillés, etc., par le néocolonialisme et l'impérialisme, ça passe par Berne, ça passe par faire tomber le capital en Suisse, ça passe par tous ces pays du Nord qui font tomber les forces bourgeoises qui sont au pouvoir, et de cette manière-là, comme ce qui s'est passé au Portugal, le régime de Salazar est tombé, les forces socialistes ont pris le pouvoir et ont facilité l'indépendance de tous ces pays qui cherchaient l'indépendance, Mozambique, Angola, etc. Alors maintenant, il faudrait qu'on le fasse en Suisse pour changer la politique du gouvernement suisse, ce qui ne nous interdit absolument pas, ce qui va ensemble avec le fait d'aider les mouvements de libération, que ce soit pour Cuba, que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour le Front Polisario, mais aussi bien d'autres peuples qui luttent, je pense notamment au peuple du Nicaragua, au peuple congolais qui vit un génocide dont on ne parle absolument pas, parce que c'est encore une fois des multinationales suisses qui pillent ça, etc. Voilà, par exemple aussi. Donc voilà, si vous voulez finir sur une note d'espoir pour dire qu'on peut le faire. Merci Jawad, ça me semble une excellente conclusion. Pardon, excuse-moi.
Et du coup, on va finir sur cette intervention parce que l'heure a déjà pas mal tourné. Et comme vous savez ce qu'il nous reste à faire avec son intervention, vous avez tout un tas de matériel ici en sortant de différentes organisations comme les ARNO, le POP et de la lecture à lire sur la question algérienne si ça vous intéresse. Mais aussi, vous pouvez, évidemment, ils sont là à votre disposition, si vous voulez intervenir auprès d'eux pour donner un coup de main, que ce soit au peuple sahraoui, au peuple palestinien, au peuple cubain ou aux Roms ou aux autres peuples opprimés dans le monde. La patrie ou la mort nous vaincrons. Merci à tout le monde, du coup, et bonne soirée. J'aimerais peut-être juste dire quelque chose. Je n'ai pas complètement répondu à la question, je tiens à le faire, et ça rejoint ce que Jawad disait tout à l'heure, c'est de rencontrer des personnes qui donnent des coups de main, qui peuvent se mobiliser dans les différentes associations qui existent. Et j'aimerais soulever qu'à Lausanne, la section lausannoise de l'association Suisse-Cuba a fait une immense collecte. Ils ont réuni beaucoup d'argent et ils ont réussi à les faire porter à Cuba. Ça a joué par des détours, évidemment, et des détours assez étonnants. Voilà, je voulais le dire parce que vis-à-vis de mes amis de la section de Lausanne, ça n'a pas été correct de ne pas le dire, mais comme les questions viennent à bout de point, j'ai oublié. Il y a aussi des collègues de dons et de matériel qui se sont faites, peut-être qu'il y en aura d'autres pour le Liban et la Palestine, donc soyez un peu vifs sur les réseaux